D'ici quelques semaines, les élus provinciaux à travers le pays vont voter pour les gouverneurs, c'est-à-dire les représentants du chef de l'État en province pour son deuxième mandat. Pour ce spécial numéro d'invité, nous jetons nos yeux dans la province du Lualaba qui a beaucoup fait parler d'elle lors de la législature passée. Pour en parler, nous sommes avec un analyste politique et leader d'opinion, Maître Gabin Kapenda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Monsieur Christophe. Alors, j'ai circonscrit déjà le cadre. Nous voulons connaître le profil idéal pour diriger la province du Lualaba et surtout se questionner sur les attentes de la population. La population lualabaise s'attend à quel genre de dirigeants, pour quel genre de résultats. Vous êtes leader d'opinion, vous exprimez sur place. Quelle est la température à la veille de ce grand moment pour la province? Merci beaucoup, Monsieur Christophe, pour cette question. La province du Lualaba, en tant que province pilote de la République démocratique du Congo, est au centre de tous les débats. C'est tout le monde qui parle le Lualaba. Surtout pour un fait, il y a 3 années durant, cette province est restée dans une situation d'illégalité totale connue de tous, dénoncée par tous. Et toutes les autorités nationales sont restées muettes à ce sujet. Et les Lualabais se sont sentis abandonnés à leur triste sort parce que laissés dans une situation inconfortable, faisant office de mauvaise jurisprudence nationale pour la gestion de la chose publique dans toute illégalité. Une illégalité peut-être dans la forme, mais dans le fond, on a vu que le travail a quand même pu se faire. Il y a beaucoup de ministres qui ont applaudi, le président de la République qui a applaudi à tout moment le travail de la personne qui a joué l'intérim, notamment la vice-gouverneure. Ici, nous ne sommes pas en train d'essayer de blanchir ce qui a été fait ou qui n'a pas été fait. Nous restons légalistes et sur le plan de droit, la gestion de la province du Lualaba pendant ces 3 années passées était une gestion totalement illégale, qui n'avait aucun soubassement juridique. C'était pratiquement un fourre-tout où la confusion et le désordre, et sur le plan politique, sur le plan administratif, ça se faisait. Qu'il y ait avancement sur le plan social, qu'il y ait infrastructure, développement, économie. Infrastructure, cela n'est pas une justification pour couvrir cette illégalité. Qui a fait couler encre et salive. Non. Nous devons faire les choses dans le respect des règles. Et puisqu'on est en train de parler des attentes de la population, je crois que la population n'en a que faire de qui est au-dessus, mais la population veut manger, la population veut circuler, la population veut être en sécurité. Est-ce que je contredis la population? Monsieur Christophe, je voudrais d'emblée ici vous fixer sur une chose. Ici à Kinshasa, ceux qui se présentent ici tente de présenter une autre image de la province du Lualaba. C'est le contraire. Moi, je viens fraîchement du Lualaba. J'ai quitté le Lualaba hier et je suis arrivé ici à Kinshasa. Dites-moi, c'est un débat sur lequel je n'aime pas me lancer parce que pour moi, c'est un débat de caniveau. Qui a fait ça, tel a fait ça. Mais ce qui est vrai, c'est que le vécu quotidien des Lualabais va de mal en pire. Le vécu quotidien de Lualabais, je peux y aller ici au moment où je vous parle. Alors que c'est le poumon économique du pays, comme on dit. Je peux vous expliquer. C'est là où on vous dit qu'à Kinshasa, on est en train de vous présenter une toute autre image de la province du Lualaba. Demandez à ceux-là qui vivent au Lualaba, les vrais Lualabais de souche qui sont là. Je vais rentrer sur le plan infrastructurel. Je l'avais dit encore une fois, que moi je circule sur toutes les avenues du Lualaba. Aucune avenue alors refaite, totalement terminée et livrée à la province. Aucune. Et tout ce qui a été fait, si vous y passez aujourd'hui, c'est des trous partout. Comme si le travail qui a été fait... Alors que le travail n'est même pas encore fini. Il y a certains chantiers, oui, des chantiers éternels qui ne sont pas encore terminés. Jusqu'au moment où nous vous parlons, il y a des chantiers qui ne sont pas terminés. Et je vais vous donner un exemple typique d'une seule avenue que tout le monde fréquente. Parce que et les vivants et les morts fréquentent cette avenue. C'est l'avenue qui part de l'Istem jusqu'à la route bypass et qui amène tout le monde vers... Là, on est à Kolwezi. À Kolwezi, vers la Cité des Anges. Là où, normalement,
quelqu'un, même s'il n'a pas eu la chance d'avoir une bonne vie, il a quand même le droit d'être bien enterré. Cette avenue est dans un état délabrement très avancé. Il y a un bourbier d'à peu près 100 mètres. Les gens ne passent plus par là. Demandez à tous ceux-là qui viennent de là. Les images sont là. Mais quand les gens veulent venir parler du Lualaba ici à Kinshasa, ils veulent donner l'impression que le Lualaba, tout le monde vit bien. Non, mais parmi ces gens-là, il y a tout le gouvernement, hein, parce que pratiquement tous les ministres vont là-bas à tout moment. Et j'insiste, le président de la République, on l'a suivi, même en campagne électorale, quand il était là, il n'a cessé de tarir des loges à l'endroit de la gouverneure Fifi Masuka, comme modèle de bonne gouvernance. Je ne peux pas faire le procès d'intention aux uns et aux autres ici, mais tout ce que je sais, c'est que tout ce qu'ils sont en train de dire comme éloge, comme une façon de vanter la bonne gestion à la quinoise, je le dis bien, de ce qui se fait au Lualaba, mais nous, les Lualabés, nous vivons un calvaire. En tant que Lualabé, quelles sont vos attentes par rapport au prochain gouverneur? Nous avons dit, nous le disons toujours, le Lualaba doit s'aligner comme toutes les autres provinces. Moi, mon combat en tant qu'analyste politique indépendant est celui-là. Le Lualaba doit être dirigé par des institutions fortes. Quand je dis institutions fortes, j'entends un gouverneur et un vice-gouverneur légalement élus. Là est un autre problème. Quand on dit gouverneur et vice-gouverneur légalement élus, c'est-à-dire que ceux-là qui vont se présenter doivent d'abord répondre à une condition. Ils doivent être légaux et légitimes. Leurs candidatures doivent être légales et légitimes. Les candidatures sont déjà déposées, il me semble. Est-ce qu'il y a des irrégularités que vous avez constatées? Bien entendu, il y a des irrégularités. Je ne vais pas mâcher les mots. Il y a une candidature ici qui fait polémique. Il y a une candidature ici qui viole laquelle les lois de ce pays. C'est la candidature de l'honorable Fifi Masuka Saini, qui, après avoir déjà compilé ses 2 mandats, se retrouve à être pour la 3e fois consécutivement. Vous n'êtes pas la première personne qu'on reçoit du Lualaba, et il y a une version par rapport à cela. 2015, commissaire du gouvernement. Comme vous-même, vous venez de le dire, là, elle n'était pas gouverneur, mais vice-gouverneur dans l'illégalité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a le droit de remplir encore. C'est là où je me dis que je ne sais pas ce que les gens sont en train de faire. Est-ce du juridisme ou ils sont en train de se focaliser sur des soubassements légaux? Il y a l'article 198 de la Constitution qui stipule clairement, in extenso, que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus. C'est vrai que Richard Mouyej Manguezman et Fifi Masuka étaient venus au Lualaba après le démembrement de l'ex-province du Katanga comme des commissaires. Mais après, en 2016, oui, il y a eu les premières élections au niveau du Lualaba. Et un ticket a été composé. C'était le ticket Richard Mouyej et Fifi Masuka comme vice-gouverneur. Ce ticket avait battu campagne. Ce ticket a été élu. Investi. Il y a un PV d'élection à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et ce ticket avait même fait l'objet d'une ordonnance présidentielle en son temps. Le gouvernement a été formé. Ils avaient travaillé sur base d'un programme triennal. Ça, c'est la première élection. La deuxième élection est intervenue en 2018. Le même ticket a été reconduit. Ils ont battu campagne. Ils ont gagné les élections. Ils ont été investis. Et cela a été sanctionné par une deuxième ordonnance présidentielle. Mais c'est pour des mandats de combien de temps La Constitution a déjà tranché quant à ça. C'est-à-dire 5 ans. La Constitution stipule que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Mais en 2016-2018, c'est pas 5 ans. C'est ça que... Vous savez, les dispositions constitutionnelles sont d'ordre public. Les dispositions constitutionnelles ne souffrent pas d'une interprétation. Ou encore, quand on est vice-gouverneur, ça ne veut pas dire qu'on est gouverneur. Laissez-moi, monsieur Christophe, vous expliquer une chose. Sur le plan de droit, la disposition de l'article 198 de la Constitution stipule clairement que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour une période de 5 ans, une fois renouvelable. Mais quand est-ce qu'un mandat commence? Le mandat commence après l'élection et à l'investiture du gouverneur et du vice-gouverneur par ordonnance présidentielle du chef de l'État. En 2016,
le couple ou le ticket Richard Mouyej-Fifi Masuka avait été investi par la première ordonnance, qui est une sanction d'approbation et de confirmation d'un mandat. Le mandat, le délai de 5 ans, c'est un délai limitatif. Le législateur n'avait pas voulu donner la latitude aux gens d'aller au-delà de 5 ans. Mais le mandat peut être d'1 mois, 2 mois, d'une année, de 2 ans ou de 3 ans. Pas 5 ans. Il est limitatif. Qu'on ne fasse pas une interprétation purement sociologique de la Constitution. Le législateur, dans son esprit et dans sa lettre, a voulu limiter les mandats à 5 ans. Pas un jour de plus. Mais le mandat peut être d'une année, d'1 mois, de 2 ans et de 3 ans. Ainsi donc, le premier gouvernement dirigé par Richard Mouyej-Fifi Masuka avait travaillé sur base d'un plan triennal pendant 3 ans. En 2018, il y a eu des élections. Le même ticket a été reconduit. Ils ont travaillé cette fois-là sur base d'un programme quinquennal. Lequel quinquennat n'est pas arrivé à son terme parce que le gouverneur titulaire a eu à être évincé. Une fois évincé, logiquement parlant, les élections devaient être organisées parce que le principal ayant été écarté, l'accessoire doit suivre le principal. L'esprit et la lettre de l'article 198 renchérit dans le même sens. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus sur un seul et même ticket par les mêmes électeurs qui sont les grands électeurs, qui sont les députés provinciaux. Au cours d'une élection organisée par la même instance qui est la CENI, pour un seul but, celui de gouverner la province du Lualaba. Donc le mandat, c'est de gouverner la province. Qui que vous soyez, gouverneur ou vice-gouverneur, le titre de gouverneur ou de vice-gouverneur n'étant pas discriminatoire aux yeux de la loi. C'est-à-dire, ils sont élus les deux. Ils sont intimement liés dans leurs avantages comme dans leurs interdictions. La loi, le constituant congolais a voulu limiter cette prépondérance à vouloir s'éterniser au pouvoir pour les uns et les autres. C'est ainsi qu'ils ont été élus en tant que couple, en tant que ticket. En soi, constitutionnellement parlant, M. Richard Mouyej et Mme Fifi Masuka sont des bébés siamois constitutionnels. On ne peut pas séparer la vie de l'un et de l'autre. Une fois que l'un meurt, l'autre doit suivre aussi, parce que ce sont des bébés siamois constitutionnels. Bon, là, c'est votre analyse. La pas candidature. Mon analyse, c'est l'interprétation oui, votre dans interprétation sa de la loi de l'article 198. La candidature de la gouverneure sortante, Fifi Masuka, vous dérange. Elle me dérange. Alors, elle dérange la loi. Alors, il y a quelle disposition alors pour remédier à cette entorse dans ce cas? Non. Parce que la candidature a été jugée recevable. Il va y avoir élection. Elle est bien partie pour être élue d'ailleurs. Parce que, Monsieur Christophe, cette candidature a été réceptionnée à la CENI. La CENI ne s'est pas encore prononcée quant à sa recevabilité, à sa recevabilité ou pas. Elle a été réceptionnée. On attend la plénière de la CENI pour que la CENI décide de sa validité ou non. C'est toute une procédure qui est enclenchée, mais ça ne va pas se limiter seulement au niveau de la CENI, parce que la constitutionnalité d'une candidature relève des instances judiciaires. Et c'est là où nous demandons encore une fois que la justice fasse son travail pour qu'on nous explique au moins, que les Lualabés comprennent à quoi est-ce que nous sommes en train d'être amenés. Parce que l'on ne peut pas prétendre vouloir diriger la province pendant que l'on sait que l'on s'inscrit en faux contre les dispositions constitutionnelles. Non. Alors, pour ne pas s'attarder que sur un candidat, vu que c'est une analyse en général, on parlait tout à l'heure du profil. Oui. Si pas Fifi Masuka, peut-être son profil et la situation dans laquelle elle se trouve dérange, les textes comme vous avez dit. Vous voyez qui d'autre prendre le relais et poursuivre le travail qu'elle a commencé. Je signale qu'il y a des grandes œuvres en cours, notamment cet aéroport qui fait beaucoup parler, qui va faire la fierté. Qui peut reprendre le travail? Qui mieux que Madame Fifi Masuka pour continuer? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très pertinente, mais je trouve qu'il faudrait que les gens se fixent sur certaines choses. Le monopole de la gestion ou de la bonne gestion d'une entité quelconque n'est pas la propriété privée d'un individu. Donc, le Lualaba regorge de potentialités
non seulement minières et minéralières, mais aussi humaines. Les compétences au Lualaba, il y en a. Ici, donc, les attentes de Lualabé font qu'ils sont de plus en plus exigeants quant à la candidature qui répondent aux critères par rapport aux difficultés, aux problèmes, aux contraintes même de la vie de tous les jours. Les Lualabés sont butés à plusieurs problèmes. Aujourd'hui, M. Christophe, laissez-moi vous dire que le Lualaba vit dans une situation d'instabilité sociale terrible. Les communautés au Lualaba ne s'entendent pas. Elles vivent à couteau tiré, elles se regardent en chaîne faïence. On a dit que c'était déjà passé tout ça. Non, mais qui vous dit que c'était déjà passé? Fifi Masuka puis fédéré. Non, c'est là où encore nous vous disons que l'on vous raconte du n'importe quoi ici. Pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2 semaines au Lualaba, il y a eu la communauté Luanzo-Lamikoba qui s'est levée parce qu'elle a dénoncé la candidature de Mme Fifi Masuka comme étant illégale. Au même moment, la même communauté Luanzo se lève. Il y a d'autres communautés aussi qui s'interposent pour dire que non, mais finalement, le Lualaba n'est pas une propriété privée d'un clan ou de certains individus qui, eux seuls, se retrouvent. Ce n'est pas normal. Au moment où je suis en train de vous parler, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a des manifestations que l'on projette d'organiser d'ici le samedi. Vous allez voir les camps de ceux-là qui sont pour la candidature de Mme Fifi Masuka et le camp de ceux-là qui sont contre cette candidature. Donc il y a quand même un camp qui est pour. Parce que moi, quand je vois personnellement les images, Fifi Masuka fait des bains de foule. J'ai vu une déclaration, il y a un pont là, je ne sais pas lequel, rempli des cadres en train de lire une déclaration soutenant la candidature de Mme Fifi Masuka. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux et vous avez appelé ça des cadres. Ce sont des politiques qui se sont réunis. Vous savez qu'au Lualaba, réunir 1000 personnes, 1500 personnes à coup de billets verts, même vous, M. Christophe, vous pouvez le faire facilement. Mais la preuve, c'est que n'insultez pas la population. Oui, non, je le dis. Je le dis tout haut parce qu'au nom de la pauvreté, les gens acceptent. Au nom du ventre, au nom des caprices du ventre, les gens sont capables de tordre la vérité et de faire passer ce qui est noir pour du blanc. Nous vivons ça au Lualaba. Rares sont les quelques individus qui peuvent encore dénoncer ce qui se passe au Lualaba. C'est la politique de la pensée unique. C'est tout le monde qui veut que l'on s'aligne dans la logique de tel ou de tel autre parce qu'on a des intérêts privés et mesquins qu'on veut préserver. Mais les quelques rares qui peuvent dénoncer ce qui se passe dans la province sont étouffés. Nous sommes les quelques rares qui osons parler, qui osons crier sur tous les toits du mal de ce qui se fait au Lualaba. Mais en réalité, quand vous recevez les gens, ce sont des éloges parce que ce sont des billets verts qu'ils reçoivent en coulisses, ce sont des promotions qu'ils reçoivent, ce sont des pots de vin qu'ils reçoivent. On réunit les gens dans la logique de faire passer un message. Je vais revenir dans ma question. J'ai parlé du profil. Oui. Si pas Fifi Masuka, qui? Parce que les enjeux sont énormes. Je disais tout à l'heure que c'est le Lualaba, en quelque sorte, qui est un des premiers poumons économiques du pays tout entier. On a besoin de qui, si pas Fifi Masuka? Oui, je vais ici revenir sur un point. D'abord, politiquement, il faut un profil fédérateur. Parce que pour qu'une province aspire à son développement, cette province doit d'abord être dans la paix. Et qui dit paix doit tenir compte de la géopolitique. Géopolitiquement parlant, la province du Lualaba se trouve dans une situation terrible. Au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, il y a des équilibres géopolitiques. Parmi les 22 députés que vous avez au Lualaba, il y en a au moins, si je ne m'abuse, 8 à 9 qui sont d'une seule et même tribu, d'un seul et même parti politique, d'un seul et même regroupement politique. Comment ils ont été élus? C'est ça le problème. C'est la population qui vote. C'est ça le problème, c'est ça le grand problème. Ce n'est pas normal que même des députés qui ne soient pas de telle contrée se retrouvent être élus dans une contrée où ils ne sont même pas originaires. Vous comprenez que c'est là où il y a un problème. Politiquement, ça choque les esprits éveillés. Pourquoi? Parce que ça déséquilibre les communautés, ça pousse les gens à la révolte, ça pousse les gens à la désobéissance civique. Ce n'est pas normal. Il faudra y pallier et essayer de réfléchir autour de ça. Je voudrais ici soulever un autre point sur le plan politique. Rapidement, parce qu'on est en train de chuter. Oui, non, je voudrais soulever ici un point tout à fait politique pour que les gens comprennent que politiquement, l'UDPS est le parti au pouvoir.
La première force politique dans l'Assemblée nationale, c'est l'UDPS. Mais qu'est-ce qui se passe au Lualaba? La première force politique depuis l'histoire politique de ce pays, le parti au pouvoir a toujours été la première force, et dans les assemblées nationales, et dans l'Assemblée nationale, et dans les assemblées provinciales. Mais au Lualaba, la première force politique, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS a 2 députés, qui ne sont même pas à proprement parler, qui n'ont pas le sang UDPS. C'est une autre force politique. Le parti présidentiel, politiquement, est mal mêlé. Ils ne sont même pas arrivés à réunir 3 députés, pendant qu'il y a des partis politiques, un regroupement politique allié à l'UDPS qui a à lui seul 9 députés. C'est la population, c'est les électeurs qui ont décidé. Est-ce que vous remettez en cause... Est-ce que ça peut s'expliquer? C'était le bastion de l'opposition, hein, on va le dire comme ça, la province du Katanga. C'était pas facile pour le président de la République, on l'a même vu dans les résultats généraux. Je vais vous expliquer une chose ici, que Kolwezi a toujours été, depuis les temps les plus anciens, le bastion de l'opposition. Oui. Et le bastion de l'UDPS, d'abord à Kolwezi. Le Katanga, en général, Kolwezi était le bastion de l'UDPS. C'est à Kolwezi que l'UDPS devait sortir le plus grand nombre de députés. Puisque je suis en train de soulever le point ce point-là, je voudrais ici interpeller les autorités nationales de l'UDPS. Si l'UDPS avait une vision à l'horizon 2028, une province aussi stratégique que le Lualaba devait revenir de droit à un gouverneur UDPS. Donc c'est ça le profil, ce que vous attendez comme gouverneur? Non, le profil qu'il faut pour le Lualaba, c'est d'abord sur le plan social quelqu'un de fédérateur, quelqu'un qui va remettre tout le Lualabé autour d'une même table. Les Lualabés, et de préférence quelqu'un de l'UDPS, comme vous avez dit. Les gens, c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir, mais il faut tenir compte non seulement des forces politiques en présence au sein de l'Assemblée provinciale, il faut tenir compte aussi de la géopolitique. Au Lualaba, il y a une trilogie des communautés. Il y a la communauté Ndembo, il y a la communauté Tchokwe, et la communauté Ndembo, la communauté Wund, la communauté Tchokwe et la communauté Sanga. Ce sont les 4 grandes communautés. Les autres aussi, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas grandes communautés. Vous ne pouvez pas parler de fédération. Oui. Après, vous commencez à citer encore. Non, pourquoi? Il faut faire la rotation. Oui, effectivement. Vous savez quoi? Les richesses du Lualaba. Je vais vous donner un exemple. Pour terminer, on termine. Un exemple typique. Les richesses du Lualaba sont beaucoup plus concentrées sur le territoire de Muchacha. Le territoire de Muchacha appartient beaucoup plus aux Sanga. Mais les Sanga ne se retrouvent pas dans la gestion de cette province. Ils n'ont jamais dirigé. Les Tchokwe n'ont jamais dirigé. Les Wund et les Ndembo, depuis la création de cette province, ont toujours dirigé le Lualaba. Aujourd'hui encore, prétendre que les mêmes reviennent aux affaires, cela revenait à dire que nous puissions encore une fois nous retrouver dans la même circonstance. Mais ce que nous demandons, il nous faut un profil fédérateur. Quelqu'un capable d'associer tout le monde autour d'une même table pour que le Lualabé parle un seul et même langage afin que l'élan de développement puisse toucher toutes les couches de la population. Maître Gabin Kapenda, merci beaucoup de votre contribution. Le temps est passé certainement vite. Vous êtes analyste politique et leader d'opinion. Vous avez certainement beaucoup plus à dire. J'espère qu'on va se retrouver dans d'autres numéros pour poursuivre votre manière de penser. Mais pour ce numéro, c'est terminé. Merci beaucoup de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous fait entendre parler la voix des Lualabé. De nous avoir suivis sur Télé 50 autour de cette thématique importante. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.